Bonsoir et bienvenue dans le vrai monde. Alors ce soir nous allons faire une émission sérieuse sur la théologie, puisque nous allons parler notamment d'un homme que l'on a surnommé Dieu, d'un châtelain qui habite dans le Maine-et-Loire et qui a eu lui une sympathie pour le diable. On va aussi parler d'un adolescent tempétueux qui voulait, je cite, avorter Jésus. Nous allons aussi évoquer un penseur qui s'est réfugié dans un monastère tibétain, d'un homme qui a joué Ponce Pilate sur grand écran, d'un troubadour qui a voulu rencontrer le pape ou d'un astronaute qui a, depuis l'espace, questionné son statut de terrien. Alors pour des sujets aussi lourds, j'ai voulu recevoir une théologienne. Bonjour Bérangère Barbet. Bonjour. Comment allez-vous? Rassurez-moi, vous êtes théologienne? Pas du tout. Alors attendez, je crois que... Je suis rédactrice en chef du magazine Les Légendes du Rock. Ah non, mais il doit y avoir eu un souci avec mon assistant, je ne comprends pas. Ah ben si, bien sûr. Alors reprenons tous ces gens-là. Il y a un homme qu'on a surnommé Dieu, c'est... Eric Clapton. Il y a un châtelain du Maine-et-Loire qui habite à 200 km d'ici et qui avait une sympathie pour le diable, c'est... Mick Jagger. Des... Rolling Stones. Il y a eu un adolescent tempétueux qui voulait avorter Jésus. Kurt Cobain. Du groupe Nirvana. Il y a un penseur qui s'est réfugié plusieurs mois, je crois plusieurs années, même dans un monastère tibétain, c'est... Leonard Cohen. Il y a un homme qui a joué plus dur, Ponce Pilate, sur grand écran. David Bowie. Il y a un troubadour qui a voulu rencontrer le pape. Bob Dylan. Et il y a un astronaute qui, depuis l'espace, a questionné dans une chanson son statut de terrien. C'est Elton John. Alors, après cette mise en abîme rigolote, Bérangère, je vous ai invité parce que justement, j'avais envie que quelqu'un qui s'occupe de rock, je dirais pas matin, midi et soir, mais qui est rédactrice en chef donc, de magazine, nous parle de 7 films qui comptent pour vous. Et alors, avant de les égrener, ces films, j'aimerais un peu que vous nous parliez du quotidien du magazine. Parlez-nous de Légendes du Rock. Eh bien, les Légendes du Rock a démarré il y a environ 5 ans. C'est une aventure en partenariat avec un groupe de presse anglais qui s'appelle Future et donc qui publie Classic Rock, qui est un magazine très connu en Angleterre et aussi par les amateurs de rock en France. Et donc, on s'est proposé, en fait, de sélectionner les articles les plus pertinents de Classic Rock pour les faire traduire et les présenter au public français qui n'est pas nécessairement bilingue ou n'a pas toujours accès au magazine anglais. Voilà. Alors, les films que vous avez choisis, vous m'avez envoyé une petite liste, comme on n'a eu pas le temps de parler de tous. Il y a Moonage Daydream, donc le film sur David Bowie de Brett Morgan, Rolling Thunder Review, film sur Bob Dylan à partir d'images d'archives de Martin Scorsese, Live in 12 Bars, La vie en 12 mesures de Lily Zanuck, la petite fille du grand producteur, qui est un film sur Eric Clapton, Shine a Light, la captation d'un concert des Rolling Stones par Martin Scorsese, Alléluia, les mots de Leonard Cohen, de 2 réalisateurs, un réalisateur et une réalisatrice dont on parlera plus tard, Rocketman, donc de Andrew Fletcher, et Montage of Heck de Brett Morgan aussi sur Nirvana. Pourquoi ces films ? Eh bien, parce qu'ils correspondent à mes propres goûts musicaux. J'écoute ces artistes depuis pas mal d'années. Je les ai tous découverts quand j'étais plus jeune. Et ils ont aussi des vies et des carrières très uniques, en fait. Ils ont vraiment tous quelque chose de très particulier. C'est vraiment des artistes originaux et avec une vie souvent tumultueuse. Est-ce qu'avec le recul, qu'est-ce qui prime le plus dans ces 7 films, à votre avis? C'est l'artiste en lui-même ou c'est la manière dont un réalisateur ou une réalisatrice a mis en perspective la vie et la carrière de ces artistes? Je pense que oui, c'est la deuxième chose. C'est la façon aussi dont les réalisateurs ont montré leur vision de l'artiste et de leur vie d'une façon à chaque fois différente. Ce ne sont pas des simples documentaires linéaires comme on peut voir facilement, par exemple, sur Arte. C'est toujours intéressant, mais c'est très carré, très quadrillé. En revanche, là, on a affaire à des films, pour le coup, qui
qui ont une vraie pertinence. Où il y a beaucoup de partis pris. Voilà, il y a des partis pris narratifs pour certains qui rejoignent même la fiction, parfois avec des trucs au grand sens du terme. Bérengère Barbet, il y a un petit rituel en début d'émission, vous n'allez pas y couper. Il faut que vous fermiez les yeux. Est-ce que vous pouvez nous décrire la chambre principale dans laquelle vous avez grandi, alors enfant ou adolescente? Eh bien, c'était une petite chambre avec un lit d'une personne, au fond un bureau avec une grande armoire avec une vitrine et des bibelots et des livres, une bibliothèque et une armoire de vêtements. Qu'est-ce qu'on voyait par la fenêtre? On voyait par la fenêtre le jardin, les voisins, la maison des voisins. Et est-ce qu'il y avait des posters au mur? Dans ma chambre, oui. Vous êtes très secrète, là. Vous, dans votre magazine, vous mettez à nu le moins un rail de cocaïne d'un artiste, et nous, on ne peut pas savoir quel était le poster dans votre chambre. C'est pas très équitable. J'ai eu beaucoup de posters de Mulder et Scully de la série Aux frontières du réel. Vous pouvez rouvrir les yeux, Bérengère. Quels sont les objets qui ont perduré dans le temps, c'est-à-dire qui sont dans votre habitation d'aujourd'hui? Parmi tous ceux que vous avez cités dans votre chambre d'enfant. Est-ce qu'il y en a encore que vous gardez comme des talismans ou pour Oui, tout à fait. Oui, des bibelots, des objets. J'ai des petits éléphants, des petits chats, des anges. Allez, on va commencer par le premier film que vous avez choisi, Moonage Daydream. Rumors and questions have arisen, such as who is he, what is he, where did he come from, is he a creature of a foreign power, is he a creep, is he dangerous, is he smart, dumb, nice to his parents, real, or put on, crazy, sane, man, woman, robot, what is this? Ladies and gentlemen, David Bowie. Alors, c'est tout début du film Moonage Daydream. Alors, c'est une voix off d'un journaliste qui commente le phénomène David Bowie, donc dans les années début des années 70. Je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est de la VO. Il dit pas qui est David Bowie, il dit mais qu'est-ce que c'est David Bowie? What is David Bowie? Et je me demande, en fait, c'est presque un acte manqué, un lapsus, parce que David Bowie, c'est une créature. C'est-à-dire, c'est la première fois que le monde de la musique était face à quelqu'un qui changeait sans arrêt. Tout à fait, oui, c'est vraiment perçu comme un vrai caméléon, un extraterrestre même. C'est l'homme qui venait d'ailleurs pour la plupart des gens. Il est vraiment, même sa musique, elle est assez indéfinissable. Il a sa propre empreinte, un côté transformiste aussi, sans arrêt en changement, en transformation, à jouer de plein de sortes de personnages différents dont il parle dans ses chansons. Et c'est un phénomène à part entière. Pour s'expliquer, dans le film, il dit, vous savez, moi je suis un collectionneur. Alors on peut imaginer collectionneur de peinture, collectionneur de voitures, collectionneur de femmes, collectionneur d'expériences. Il dit, je collectionne aussi les personnalités. Et il a voulu que sa vie soit une collection de personnalités. Qu'est-ce qui vous a touché le plus dans ce film ? Ce qui m'a le plus touché, oui, c'est le personnage en lui-même, David Bowie, derrière tous ces personnages, justement, derrière lesquels il se réinvente à chaque fois. Oui, il est touchant dans des interviews. Je trouve qu'il est authentique. Donc, il y a ce paradoxe entre jouer des personnages, mettre des costumes, en permanence être maquillé, et en même temps, c'est un artiste qui donne de lui-même, en fait, qui est vraiment... il a une réelle authenticité, il ne se cache pas derrière un rôle de... C'est ce que j'ai capté dans les interviews, en fait, les extraits d'interviews. Il est plus vulnérable, en fait. Il a un côté vulnérable, même sur scène. Ce qui est très intéressant dans le film, je ne parle pas dans le musicien, dans le film, c'est que ça commence par Nietzsche. Il cite Nietzsche. Et Nietzsche a dit « Dieu est mort » et l'être humain a voulu prendre la place de Dieu et l'être humain s'est rendu compte qu'il n'y arrivait pas, qu'il était un être destructeur. Je cite Bowie et je cite Nietzsche. Il dit alors comment remplir ce vide en nous maintenant qu'on a voulu tuer Dieu et qu'on a voulu s'en sortir tout seul. Et à la fin,
on voit des images bouleversantes de David Bowie qui avant de mourir, hein, puisque sa mort était quasiment programmée, tend un livre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image. Il tend un livre comme une Bible, mais c'est pas comme un viatique pour ceux qui le suivent. Est-ce que là, on n'est pas dans l'ordre presque de la dévotion? Est-ce que vous avez un rapport de dévotion aux artistes? Oui, un petit peu, oui. Oui, on les met sur un piédestal, quelque chose un peu hors d'atteinte, comme ça. Oui, c'est comme un faux prophète, ou même lui, il dit que l'artiste n'existe pas, en fait, que c'est une projection, c'est dans les yeux, dans le regard du public et des fans qui créent tout un personnage irréel, en fait, qui n'est pas un être humain, à travers son œuvre. Voilà, il est en dehors du monde, il est hors d'atteinte. Oui, dans le film, il dit, vous savez, je crois que c'est dans une interview télé, Bob Dylan, John Lennon, Mick Jagger, ce sont des chimères. Ils n'existent pas, ce sont des inventions du public. C'est ça, des inventions du public. Quand vous publiez un magazine, quand vous l'éditez, comment est-ce qu'on essaye de faire la part des choses entre ce qui brille et ce qui est plus caché, ce qui est plus profond? Je parle dans les articles qui sont publiés, dans les numéros sur des artistes. Est-ce que vous avez parfois une frontière en vous disant là, on est plus dans la mythologie que vraiment dans l'art? Oui, ça peut arriver, mais je me suis jamais fait cette réflexion réellement face aux articles en particulier des magazines. Alors, dites-nous ce qui vous a frappé dans le film, dans Moonage Daydream. Alors, ce qui m'a frappé, c'est déjà en termes de réalisation. Donc, c'est vraiment c'est assez fort. Il y a beaucoup d'images. C'est très coloré. Il y a très psychédélique. Hein, et même au début, il y a un message parce qu'il y a des lumières stroboscopiques. Donc, c'est à l'image, en fait, de l'artiste dont on parle. Hein. C'est quelque chose de très... ça part limite dans tous les sens. Un peu, on ressent le côté kitsch de l'époque des années 70, dans laquelle était plongé David Bowie. Et voilà, il y a vraiment c'est tout un univers qui est recréé avec le son, des guitares électriques et des chansons de David Bowie. Et il n'y a pas de... C'est vraiment mélangé, en fait, un petit peu... c'est pas linéaire, c'est pas chronologique, en fait. Moi, j'ai trouvé presque un petit côté Le Petit Prince. Exactement. Dans ces séquences où cette petite fille qui a une queue entre les jambes, hein, parce que chez Bowie, les personnages n'ont pas forcément un sexe défini, et on a une petite fille qui tombe sur le corps d'un aviateur. Voilà, il a joué, évidemment... il a beaucoup joué, Bowie, avec le monde de l'espace, hein, c'est son chant le plus célèbre en parle. Mais il y a ce côté-là, c'est-à-dire on sent aussi un testament et que donc il passe le relais. Oui, tout à fait. On le considère comme le petit prince du rock qui serait tombé de sa planète pour venir sur Terre. Et sentiment de solitude aussi. Hein. On est seul dans le désert, mais on est aussi seul chez les hommes. Et c'est un peu David Bowie qui cherche, qui enquête dans le désert, une espèce de quête spirituelle aussi. Très, très profond. Hein. C'est quelqu'un d'intense. C'était quelqu'un de très... qui réfléchissait beaucoup sur le sens de la vie et tout ça. Et dans ce sens, il se rapproche aussi du petit prince et qui veut retourner peut-être sur sa planète. Parce que son dernier album s'appelait Dark Star, l'étoile noire, que par définition on ne peut pas voir. Et pour ceux qui vont voir le film à la fin, tendez l'oreille. Parce que quand on croit que tout est fini dans le film, quand on s'apprête à appuyer sur pause, on a Bowie qui nous parle. Et j'ai noté la phrase, il dit... J'ai pris énormément de plaisir, sous-entendu sur la Terre. Vous étiez passionnants, vous les humains. J'ai appris plein de choses sur vous. On se reverra quelque part. C'est-à-dire qu'il considère que les rockstars, en fait, étaient des dieux grecs. C'était la réincarnation des dieux grecs, donc qu'ils devaient nous amener ailleurs, plus haut. Le côté, il parlait aussi, d'une espèce de messie, en fait, qui vient apporter la bonne nouvelle ou un message aux hommes avant de repartir.
Oui, les dieux grecs, oui, c'est le surhomme, le super-héros, capable de tout. En plus, bon, il y a ce côté aussi chez Bowie, comme chez d'autres artistes, hein, multipolyvalent. En fait, il se contentait pas de jouer de la musique, de composer ou de chanter. Il y a aussi de la vidéo, il peignait, il était peintre, s'intéressait à beaucoup de formes d'art différentes qui se nourrissaient entre elles. Et donc, il avait un côté un peu hyperactif aussi, voilà. Et oui, il a un côté héroïque. Heroes. Exactement. Alors, ce que les auditrices et les auditeurs découvriront dans le film, c'est beaucoup aussi, donc on en a parlé, de collages. Et il y a des extraits de films archi-célèbres comme Métropolis, L'Empire des Sens, Nosferatu, Un chien andalou, Le Voyage dans la Lune de Méliès, La Grande Illusion de Renoir, La Passion de Jeanne d'Arc, et même Orange Mécanique. Donc c'est un film qu'il faut vraiment aussi voir comme une expérience centrée sur lui, mais il ne s'auto-suffit pas dans le film. Et juste une petite précision, je ne sais pas si vous le savez, le réalisateur a eu une crise cardiaque. Ah non. Pendant la fabrication du film, à 47 ans. Et il considère qu'il est allé dans le coma, hein, Brett Morgen, et il considère que c'est à 47 ans qu'il a cessé d'être un enfant. Et que donc c'est terrible ce qui lui est arrivé. Il a travaillé jour et nuit sur ce film-là. Il en a payé le prix, mais qui dit que ce film sur Bowie l'a amené à être quelqu'un d'autre. Et il est toujours en vie. On va écouter un extrait. On va partir. Non, c'est à peu près la même période. Un des films sur Bob Dylan, Rolling Thunder Review. Mr. Tambourine Man, play a song for me. Saigon had fallen. People had seemed to lost their sense of conviction for just about anything. Hey, Mr. Tambourine Man. A lot of arguments about why America was chased out of Vietnam in such a humiliating way. Two people tried to shoot the president in 1 month. Take me on a trip upon your majesty. Let us set for our goal in 1976 to move forward in the realm of the American spirit. Vous venez d'entendre par ordre d'apparition à l'écran la voix de Bob Dylan et la voix de Richard Nixon. Rolling Thunder Review, donc c'est un film récent de Martin Scorsese, fait à base d'images d'archives d'une tournée en 1975. Et j'ai fait des recherches. Et en fait, la France a une importance dans ce film. Un jour, Bob Dylan était au Sainte-Marie de la Mer, en province, en Provence, et il a vu des gitans marcher. Pendant toute la nuit avec leur guitare, et il s'est dit, il faudrait qu'on fasse pareil. Parlez-nous un petit peu de Rolling Thunder Review, tel que vous le voyez, Bérangère. Alors, Rolling Thunder Review s'ouvre avec des extraits du concert de Bob Dylan donc lors de sa tournée filmée par Martin Scorsese. Donc on voit aussi behind the scene, en fait, Martin Scorsese qui démarre avant de commencer le tournage à filmer, donc avec les préparations, le planning et tout ça. Il me semble que c'était un rêve en fait de Martin Scorsese que de réaliser ce film sur Bob Dylan qu'il adore. Et donc ça s'ouvre avec Mr. Tambourine, donc, qui est une chanson très célèbre de Bob Dylan, et où on le voit donc sur scène. Alors c'est ça qui est marrant. Il est peinturluré en blanc en fait. Hein, il a le visage maquillé en blanc. Inspiration du théâtre Kabuki. Ah d'accord, ok. Parce que moi j'ai vu aussi qu'il avait été inspiré par Kiss, par Paul Stanley suite. Les deux sont vrais. Voilà, il avait été le voir en concert. Et ça lui avait donné des idées de voir le groupe qui était maquillé comme ça. Ce film il est très riche, hein, très intéressant, parce qu'on a beaucoup d'extraits d'interviews, de témoignages de gens qu'il a rencontrés. Et puis c'est un film politique aussi, d'une certaine manière. C'est pour ça que j'ai choisi cet extrait où on entend la voix d'un homme archi puissant, président des États-Unis, qui dit quelques lieux communs sur la puissance de son pays, et Bob Dylan qui, lui, dans le film, par exemple, incorpore des Indiens qui étaient d'habitude dans des réserves, et il les fait rejoindre cette tournée, hein, ce Rolling Thunder, et dans le film, il apprend que Rolling Thunder, ça veut dire la vérité qui marche, je crois. Et donc, il y a une sorte de parallélisme entre un troubadour, un homme avec sa guitare, électrique parfois et pas, et les grands discours sur c'était quoi le Vietnam, pourquoi on se bat, etc., etc.
Est-ce qu'il y a des musiciens, Bérangère, qui ont pu vous faire changer d'avis politiquement ? Politiquement ou socialement, pas forcément dans le bulletin. Oui. Oui. Alors, pas forcément totalement changer d'avis, hein, voilà. Mais réfléchir là-dessus, c'est Damien Seize, qui est donc chanteur français, très, assez engagé aussi dans ses textes. Hein. Et oui, j'ai beaucoup aimé certaines de ses chansons, notamment ces dernières années, qui m'ont fait réfléchir. Cet esprit communautaire que Bob Dylan avait voulu faire dans cette tournée, hein, parce que je précise pour ceux qui n'ont pas vu la tournée, qui je crois n'est pas venu en Europe, et qui n'ont pas vu le film, c'est l'idée que tous les soirs c'est un peu différent. Donc il y a des gens qui se sont... On voit même l'actrice Sharon Stone. Oui, tout à fait, oui, qui l'a accompagnée, il lui a demandé si elle voulait l'accompagner lors de cette tournée. Et elle était assez jeune, hein, à l'époque, elle n'était pas encore connue. Et il lui a dit, c'était quelle chanson, Just Like a Woman, soi-disant, il l'avait écrite pour elle, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Il a dit la même chose à Françoise Hardy aussi, j'avais lu ça. Derrière tout rocker se cache un baratineur. Et donc, il y a eu aussi, il y avait Joan Baez aussi, qui faisait partie de sa tournée. Il y avait Roger McGuinn des Birds, il y avait Johnny Mitchell qui se greffe à un moment. Exactement, Johnny Mitchell. Et donc, on a une sensation de liberté. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui, à l'heure où le moins de tickets de concert coûte 400 €, je schématise, qu'est-ce qui a perduré, à votre avis, de cet esprit-là, tel qu'on le voit dans le film ? Dans les concerts que vous allez voir à Paris de petits groupes, est-ce que vous sentez malgré tout qu'il y a contre les majors du disque aujourd'hui une volonté de se serrer les coudes ? Parce que c'était aussi ça la tournée de Dylan, c'est montrer qu'on peut faire des choses simplement en parlant des Indiens, en parlant d'un boxeur noir qui va aller en prison et qu'il essaye de sauver. Est-ce que vous le sentez ça aujourd'hui ou est-ce que c'est plus isolé ? C'est plus isolé, je pense. Après, je fais pas des concerts sans arrêt non plus, je connais pas tout. Mais bon, ça continue quand même, cet esprit de partage et aussi d'engagement. Que la musique, elle a un sens, surtout quand elle est partagée, justement. Et quand on voit des premières parties pas du tout connues. Donc, c'est ça qui est toujours bien aussi, les artistes qui mettent en avant des musiciens ou des chanteurs... qui n'arrivent pas à percer, en fait. C'est pas évident comme métier. Donc, beaucoup de duos aussi, ça arrive assez facilement. Alors moi, le dernier concert dans lequel, j'avais ce sentiment qu'on pouvait retrouver peut-être à l'époque où il y avait une vraie communauté, une solidarité et de l'engagement aussi à travers le rock, c'est avec Chaka Ponk. C'était formidable, un concert incroyable. Comme ils sont toujours en tournée, ils terminent à la fin de l'année, là. Et donc, j'ai vraiment vibré comme on peut vibrer lors de ce genre de concert mythique, où on sent vraiment une énergie collective et quelque chose qui va vers un besoin de paix, une énergie comme ça, très collective et formidable. Dans le film, là, Rolling Thunder Revue, le poète Allen Ginsberg prend Dylan par la main et l'amène sur la tombe de Jack Kerouac, l'auteur de Sur la route. Et donc, pendant quelques minutes, ils sont là, en train de lire du Kerouac, près de la tombe de Jack Kerouac. Question piège ou pas ? Est-ce que vous êtes déjà allé sur la tombe d'un artiste que vous aimez ? Oui, au Père-Lachaise. Je vois vraiment pas qui. Voilà, Jim Morrison, Oscar Wilde, que j'aime beaucoup aussi. J'ai dû en voir d'autres, mais là, c'est les premiers noms qui me viennent, parce que leurs tombes sont très particulières aussi. Vous n'êtes jamais allé à Graceland ? Non. Sur les traces de Elvis Presley ? Non. Voilà, et pour je donne la phrase qui singularise le plus le film, c'est Bob Dylan qui, à un moment, parce qu'on le voit de nos jours, il se remémore sous la caméra de Scorsese, qu'est-ce qu'était cette tournée il y a 50 ans. Il dit, au final, ce qui compte... c'est pas la tête, c'est le cœur. La tête t'embrouille toujours, alors que le cœur, lui, ne te trompe pas. Allez, on va partir en Angleterre avec quelqu'un que l'on a appelé Dieu. And the Grammy goes to Tears in Heaven, Eric Clapton. And the song of the year is
album of the year is Unplugged. Eric Clapton. As much as I'm proud of what I've achieved musically, it's all dust, really. At some point, there will be people who have no idea what I did or who I am. And I'm quite comfortable about that. C'était la voix d'Eric Clapton. Alors évidemment, il n'y a pas de VF parce que le film n'a pas été traduit en VF. Ça s'appelle La vie en 12... comment on appelle ça ? 12 mesures. Mais c'est tellement horrible, une partie de la vie de Eric Clapton, que je me suis rappelé que Jésus, dans son calvaire, il a 12 stations. Ah oui. Il y a 12 stations pour Jésus et il y a 12 mesures pour la vie de Clapton. Parlez-nous un peu de ce destin. Alors, le destin d'Eric Clapton, effectivement, c'est particulier. C'est le blues. Et les chanteurs de blues disent tous que on peut pas chanter du blues de façon authentique si soi-même on n'a pas une vie de blues. Donc Eric Clapton, déjà, c'est une personnalité très introvertie, très réservée, assez solitaire au départ. Et donc il a vite rencontré la route du blues avec B.B. King, Chuck Berry, Muddy Waters et tant d'autres. Et c'est ce qui lui a donné envie de démarrer la guitare assez jeune, quand il était adolescent. Donc il était à Londres, il a fréquenté le Marquis Club. C'est là aussi où il a rencontré d'autres grands groupes mythiques comme les Rolling Stones et plus tard les Beatles aussi. Il a rencontré beaucoup d'autres artistes avec qui il a eu beaucoup de collaborations. Donc c'est intéressant aussi dans son œuvre parce qu'il ne reste pas tout seul dans son coin, même s'il a été dans différents groupes. C'était quelqu'un finalement d'assez effacé. Oui, mais il restait quand même... il était sociable. Je veux dire, il a toujours été très entouré, que ce soit par ses groupes ou par ses amis. Parce que ce qu'il dit... Pardon de vous couper, Bérangère. Oui. Mais ce qu'il dit dans l'interview qu'on a entendue, c'est que... Évidemment, ça fait plaisir, les récompenses. Évidemment que toutes les récompenses qu'il a eues, en plus après la mort de son fils, ça fait plaisir, mais il disait, dans quelques années, plus personne ne saura qui je suis. La postérité, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. Et il dit, et ça me va très bien comme ça. Donc il y a ce côté, cet homme-là qui a pu être agressif, voire violent, hein, il ne s'en cache pas dans le film qu'il a été un homme invivable. Malgré tout, on sent toujours quand même le côté... tout ça, c'est pas si important. C'est comme ça que vous avez ressenti le film ? Oui, c'est vrai qu'il a un côté très humble, très en retrait. Il vit que pour la musique. C'est ce qu'on ressent dans le film, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui a dédié beaucoup à la musique, mais que le plus important pour lui, effectivement, ça reste les personnes les femmes avec qui il a partagé sa vie, ses enfants. Et la fondation qu'il a créée contre la toxicomanie ? Oui, tout à fait. Oui, il a mis beaucoup de choses là-dedans. Et il a réussi... oui, c'est quelqu'un qui est dans la résilience, en fait. Il a complètement réussi à dépasser des moments tragiques de sa vie, à sortir aussi de l'alcoolisme, de l'héroïsme... Pardon. Attention. Parce que c'est quelqu'un qui est tombé dans l'héroïne. Oui, il est tombé dans presque tout. Voilà, à la fin des années 60. Et il est passé de ça... il parle beaucoup de ça dans le film... de ses addictions, et qu'après il est passé à l'alcool, et que là il est vraiment plongé très loin, et que c'est là où il était le plus insupportable, je crois. Et il faisait des concerts parfois d'une demi-heure au lieu d'une heure et demie. Il n'était pas très fiable, et il a réussi à s'en sortir, en fait. Et c'est incroyable, parce que c'est pas toujours évident pour ces gens-là, des artistes qui ont été pendant des années sous l'emprise, en fait, de drogues diverses et variées, après de réussir à vivre sans, et de complètement de remonter la pente, en fait. Mais si on veut se faire une idée, c'est que ferait Jimi Hendrix aujourd'hui s'il était en vie ? Parce que ce sont deux compagnons dans le film, ils s'entendent bien, sauf qu'il y en a un qui est mort depuis 50 ans, et qui vend peut-être plus de disques morts que Clapton vivant. Mais c'est la question, ensuite, passer l'euphorie, passer le succès, comment est-ce qu'on habite sa vie, quoi ? Quand on est rockstar et qu'on est habitué à plus rien faire, tout le monde s'occupe de vous, on vous amène à l'hôtel. Je crois qu'il y en a dans le film, il y a un personnage qui dit « Mais moi, je ne savais plus quoi, même plus comment on nettoie une assiette, etc. » Ils sont de grands enfants. Mais quand j'ai reçu, Bérangère Barbet, votre liste des 7 films,
qu'on est en train de dégrainer. Je me suis souvenu d'un livre qu'on découvre au lycée qui s'appelait Chien perdu sans collier. Vous vous souvenez pas de ce livre? Et là, c'est vraiment, le film, c'est rockstar sans attache, quoi. Parce que, alors David Bowie, son père est mort, et il a grandi, il le cite, sans ours en peluche. Leonard Cohen a perdu son père quand il avait 9 ans, et il disait qu'il a eu plus de chagrin quand son chien est mort que quand son père est mort. Eric Clapton a découvert en fait que ceux qui croyaient être ses parents étaient ses grands-parents. Kurt Cobain avait un père qui disait « Mais mon fils, je veux que tu sois homophobe ». C'est terrible en fait. On a l'impression que la volonté de gloire est directement liée au côté merdique de l'enfance. Oui, complètement, comme s'il y avait quelque chose à rattraper, en fait, récupérer ou guérir, tout simplement. Guérir une enfance pas forcément à la hauteur de ce qu'ils attendaient, surtout ce sentiment de rejet qu'on retrouve chez la plupart de ces artistes-là dont on parle dans ces 7 films. C'est ce que j'ai capté, c'est vraiment leur point commun, le sentiment de rejet pendant l'enfance, voilà, avec c'est la mère d'Eric Clapton qui l'a rejeté, vraiment des grosses failles en fait qu'ils ont tenté de guérir et de soigner par le rock, par la musique. C'est ce qui les a aidés à surmonter, à réparer ce qui est peut-être pas totalement réparé, mais essayer de réparer ce qui a été brisé tant que possible. On cherche chez les fans ce que la famille n'a pas apporté, peut-être d'une certaine manière. Oui, un besoin d'amour inconditionnel, à toute, de l'amour pour ce qu'ils sont en fait. Alors dans le film, donc La vie en 12 mesures, Eric Clapton dit « Ah oui, mais moi, à 20 ans, tout d'un coup, je me suis intéressé à Charles Baudelaire, au théâtre japonais, au cinéma d'art et d'essai français, tout en devenant un bluesman. » Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer des musiciens et de vous rendre compte qu'en fait, ce qui les intéressait vraiment dans leur vie quotidienne, c'était pas forcément ce pourquoi ils montaient sur scène? Non, pas trop. J'ai pas rencontré énormément de musiciens. Moi, je trouve que c'est troublant. C'est-à-dire que c'est des gens... Si on imagine que tous les gens qui font du jazz, quand ils rentrent chez eux, ils écoutent encore du jazz, ou que tous les rappeurs écoutent du rap en rentrant chez eux, je pense qu'on se trompe, en fait. Il y a une partie métier, et ensuite, on s'évade, on se ressource, on s'approvisionne à d'autres choses, en fait, que la musique. Ah oui, bien sûr, c'est important. Et justement, c'est ce qu'ils expliquent. Je crois que c'est David Bowie qui dit ça, que chaque activité, que ce soit artistique ou leur loisir ou les centres d'intérêt, se nourrissent les uns les autres et que ça enrichit du même coup sa musique, même quand il n'en fait pas. Pendant qu'il peint ou qu'il va voir un film ou qu'il fait de la vidéo, ça va avoir une inspiration plus tard dans le cadre de la musique. Allez, on va découvrir votre 4e choix. Alors, c'est un petit extrait clin d'œil. This is one of my birthday presents I get to open for the Rolling Stones. Quand je vous disais que le pouvoir n'est jamais loin du rock et de la musique, c'était Bill Clinton, qu'on vient d'entendre, qui monte sur scène et qui dit que c'est son anniversaire et que pour son anniversaire, il s'est offert la possibilité d'être en première partie des Rolling Stones. C'est le film Shine a Light, le documentaire donc de Martin Scorsese sur les Rolling Stones. Alors, initialement, avant de vous donner la parole, le projet c'était, on va faire un concert devant 1 million de personnes sur une plage à Rio. Scorsese, tu nous rejoins? Je crois que Scorsese n'avait pas très envie de faire ça. Il était plus... je crois qu'il voulait davantage scénariser les choses. Et peut-on scénariser 1 million d'individus? Je pense pas. Et donc, finalement, ils ont atterri dans un théâtre, le Beacon Theatre à New York, et avec une audience finalement assez réduite. Et c'était pour une œuvre caritative, dont la fondation Bill Clinton. Maintenant que j'ai posé le tableau, qu'est-ce qui vous a tant touché dans ce film, Bérangère, Shine a Light? C'est Martin Scorsese en premier lieu, parce que j'aime beaucoup ce réalisateur. Et c'est de le voir un peu comme un enfant devant son groupe favori. On ressent son excitation. Et j'ai beaucoup aimé
j'aime beaucoup voir les concerts des Rolling Stones. Bon, je les ai jamais vus en direct, mais c'est toujours assez énergique, dynamique. Et j'ai trouvé les effets d'éclairage aussi vraiment incroyables. Et voilà, il y avait une très très belle mise en scène de ce concert en particulier. J'ai trouvé ça très beau. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le film, enfin moi en tout cas ça m'a vraiment frappé, c'est le jeu de chat et la souris, chat et souris qu'il y a entre Mick Jagger et Martin Scorsese. C'est-à-dire que Martin Scorsese découvre dès le premier accord de guitare quelle va être la première chanson chantée. Et Mick n'a jamais voulu lui donner la liste. Et donc, il avait sur la scène, parmi les plus grands opérateurs du cinéma, ce sont des opérateurs cinéma, qui ont filmé le spectacle. Et Scorsese, il était un peu comme un funambule sur son fil. Est-ce qu'on le ressent, ça, dans le film ? Oui, on ressent le stress, parce qu'il ne sait pas trop où il va. Ça part un peu dans tous les sens. Il est comme un grand événement, en fait. Mais un peu, se demander, un peu en stress. Et Scorsese, dans un entretien, dit « J'ai déjà fait ce film il y a 50 ans. » Évidemment, c'est une blague pour dire qu'en fait, il est pas venu au cinéma par les Rolling Stones, mais il raconte dans son livre de mémoire, de souvenirs, que il y a 50 ans, quand il cherchait des scénarios, il avait des chansons des Rolling Stones avant même parfois l'écriture de scénarios. C'est-à-dire que ces films étaient souvent des déclinaisons du carburant d'énergie, de violence, mais aussi de transcendance chez les Stones. C'est chez eux qu'ils puisaient des scénarios. Je trouve cette anecdote magnifique. Oui, c'est incroyable. Le film, je crois, démarre avec donc le documentaire démarre avec la première chanson. C'est la même Jumpin' Jack Flash, c'est ça, hein. C'est la même qu'on retrouve dans Mean Streets, le film de Scorsese en 1973. Donc déjà à l'époque, il avait mis dans une de ses playlists pour son film les Rolling Stones. Il y a quelque chose qui passe assez inaperçu la première fois qu'on voit le film et qu'on voit mieux la deuxième, c'est que vers la fin, Keith Richards, donc le guitariste des Rolling Stones, est quasiment par terre. Il a presque 70 ans. Il est par terre avec sa guitare et il a du mal à se relever. Et il se relève. Et Scorsese, à froid, a dit à un journaliste, il dit « oui, mais dans mes films, les gens, ils meurent, ils se relèvent. » Jésus, dans La Dernière Tentation du Christ, ou Travis dans Taxi Driver, ou Jake LaMotta, le boxeur de Raging Bull, ce sont des gens qui sont détruits, cassés et qui remontent. C'est-à-dire que pour ceux qui verront le film, c'est un concert flamboyant, mais on sent aussi qu'il y a une part de c'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce que c'est vraiment être un artiste et qu'est-ce que c'est être obligé de se réinventer sans arrêt? Parce que les Stones, il y a 40 ans, les gens pensaient ça pouvait s'arrêter à tout moment. Oui, c'est incroyable. Ils ont une énergie, un dynamisme qui est toujours là après toutes ces années. Et effectivement, c'est très étonnant. Hein. On n'aurait pas pensé ça il y a 40 ans, qui serait encore sur scène aujourd'hui, et de façon aussi énergique, aussi volontaire. On dirait qu'ils sont restés bloqués, n'ont pas vieilli, entre guillemets. Encore une fois, il y a un côté un peu surhomme chez les rockstars. C'est admirable, c'est de pouvoir continuer à faire des concerts de cette ampleur. Ils ont 80 ans aujourd'hui, je sais plus. Bon, au moment du documentaire, ils étaient un peu plus jeunes, mais bon, voilà, c'est... Si je vous donnais 500 000 euros là tout de suite, vous aimeriez filmer qui sur scène? Quel musicien sur scène ou dans la vraie vie? Parce que ces films-là, la particularité, c'est que c'est des films quand même budgétés, produits par HBO, c'est des films qui n'ont pas manqué d'argent. Vous, là, qui est-ce que vous aimeriez faire passer à la postérité, si vous le pouviez? Alors, j'ai pas du tout réfléchi à ça. Alors là, je vous avoue que Damien XVI? Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'avais pas pensé à lui, mais oui, je pensais surtout à des artistes anglo-saxons. Mais oui, 16, ouais. Vous lui avez dit? Non.
Je sais qu'il y a beaucoup de fans de ce chanteur qui est un peu parfois mis à l'écart par les grands médias, mais c'est très rare que je rencontre pas quelqu'un qui me dise j'adore Damien 16 alors qu'on le voit jamais à la télévision. Pour finir sur Shine a Light, Keith Richards, dont on parlait tout à l'heure, guitariste, a dit que il le fera pas, hein, mais que sur la tombe de tous les musiciens, il faudrait qu'il y ait juste 3 mots, à part le nom, le prénom et la date de naissance et la date de décès. Il faudrait qu'il y ait marqué Pass it on, fais passer. Et il parle pas de la drogue, il parle de l'inspiration, du talent que tous ces musiciens-là, les Stones, Dylan, Clapton, ils ont pris beaucoup dans des racines souvent noires d'ailleurs, et que c'est à eux ensuite de transmettre, et qu'ils sont jamais plus heureux que quand un jeune groupe à Marseille, à Stockholm ou à Minneapolis reprend leur héritage. Allez, on va passer à votre 5e choix. Ah, alléluia. Il y a 4 ans, nous étions chez vous. Et vous m'avez montré vos carnets. C'était fascinant. Tous les journaux de vos chansons et tout le processus de création, c'est fantastique. En particulier pour Alléluia. Des carnets entiers, des pages et des pages remplies de couplets. Ouais. Ça me demandait un travail énorme. Mais je ne comprenais pas vraiment pourquoi, jusqu'au jour où je me trouvais dans une chambre miteuse du Royalton Hotel, à essayer de terminer Alléluia. Mais j'en étais incapable. Je me rappelle que j'étais en sous-vêtements, assis par terre, à me frapper la tête contre la moquette, à me répéter « J'en peux plus, cette solitude me pèse ». Est-ce que tout le monde s'acharne à ce point sur une chanson? Alors, c'est donc Alléluia, les mots de Leonard Cohen, un film de Daniel Geller et de Dana Goldfein. On oublie toujours qu'un peintre, il peut mettre 30 minutes à faire une peinture et d'autres peuvent mettre 3 ans. Il y a des gens comme Dylan qui disent eux-mêmes j'ai fait cette chanson dans la voiture, comme ça en 2 heures, et Leonard Cohen, c'est l'antithèse. C'est ça qui vous touche dans ce film, Bérangère, c'est le côté laborieux pour arriver vers cette chanson archi connue aujourd'hui. Oui, entre autres, oui, bien sûr. Il a dit, soi-disant, il a dit à Bob Dylan qu'il avait mis 7 ans pour écrire Alléluia. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux? Bon, on ne sait pas, mais effectivement, il avait l'habitude de mettre beaucoup, beaucoup de temps pour écrire ses chansons et ses poèmes. Parce qu'il les reprenait sans arrêt, il voulait avoir les mots parfaits. Il a je ne sais combien de versions d'Alléluia, je crois entre 150 et 180 qu'il a écrites. Donc oui, il y a un travail de longue haleine dans son art. Hein. C'est impressionnant. Alors vos collègues des Inrecuptibles sont un peu à l'origine d'un regain de carrière autour de Leonard Cohen, puisqu'ils ont fait un album qui s'appelait I Am Your Fan, qui est une petite blague sur une chanson de Leonard Cohen qui s'appelle I Am Your Fan. Et John Cale, un des membres des Velvet Underground, a fait sa version de Alléluia en rajoutant des paroles. Et c'est cette version qui a été ensuite reprise. On l'entend dans Shrek, le dessin animé. Oui. C'est passé à The Voice, c'est passé partout. Est-ce qu'on est face à une chanson qui défie le temps, quoi? Complètement. Et les interprétations. C'est intemporel, éternel. Bon, déjà, Alléluia, quelque chose d'universel. Hein. Alors, en ce qui me concerne, moi, c'est la version de Jeff Buckley, qui est sortie en 94 sur l'album Grace. C'est comme ça que je l'ai connue, en fait, la première fois, cette chanson. Je ne savais pas que ça venait de Leonard Cohen. Pour moi, c'est la meilleure version, c'est celle de Jeff Buckley. Voilà, elle transcende tout, elle est magnifique. Et surtout parce que la voix de Jeff Buckley aussi, c'est une voix qui part beaucoup dans les aigus et qui est complètement angélique. Sa dernière épouse, je crois, qui était une Française, Dominique Isserman, qui est photographe, oui. Qui apparaît dans ce film, donc, qui est un documentaire sur Leonard Cohen, mais autour donc de tous les épisodes qui ont procédé à la fabrication de cette chanson Alléluia. Donc Dominique Isserman dit face à la caméra, Alléluia, c'est une chanson qui brise le cœur et qui le recolle aussitôt. Est-ce que vous, Bérangère, en tant que consommatrice de musique,
Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, en écoutant certaines chansons, c'est trop? Oui, oui. Et lesquelles? Bon, Alléluia en fait partie, effectivement, c'est exactement ça, hein, la phrase qu'elle a dite, c'est ça, ça brise le cœur, en même temps ça la répare juste derrière, il y a une espèce de paradoxe, c'est magnifique, et en même temps c'est tragique, bon, il y a tout un mélange. Voilà, oui, j'ai des chansons comme ça. On veut les connaître. Mais en fait, vous avez une tendance à l'esquive. Hein. Dites-nous juste. Par exemple, une de Snow Patrol, mais je sais plus le titre, parce que j'ai pas. Parfois, j'ai trop de choses dans la tête, donc j'oublie, ou j'ai pas une super mémoire des titres de chansons. Et donc voilà, c'est Snow Patrol, et elle est magnifique, mais je sais plus le titre en fait. Et parmi les chansons françaises? Et parmi les chansons françaises, bah oui, effectivement. Il y a Je suis malade, par exemple, qui est... Je sais pas pourquoi je pense à cette phrase en fait, qui brise le cœur en même temps qui le répare derrière. Il y a ce côté un peu, c'est magnifique et en même temps c'est tragique. Voilà, donc. Alors précisons donc que comme tous les mythes qu'est devenu Alléluia, c'est un mythe qui a parfois été détourné et mal compris. La chanson, c'est un mélange de religion, on va dire, et de sensualité. Il faut écouter, donc lire plutôt les paroles, puisqu'il a mis tant de temps à les écrire. Et moi, ça m'a fait penser un petit peu au destin de la chanson de Bruce Springsteen, qui s'appelait Born in the USA, qui était une chanson sur la dureté d'être américain, et que beaucoup, Ronald Reagan en particulier, a reprise à l'envers, en disant que c'est une chanson à la gloire de l'Amérique, alors que Springsteen a dit pendant des années, c'est pas une chanson à la gloire de l'Amérique, c'est une chanson pour dire à quel point, surtout après le Vietnam, c'est dur d'être américain, alors que ça pourrait être mieux. Vous vouliez rajouter quelque chose sur Alléluia, le film? Il y avait juste une phrase que j'ai retenue d'une collaboratrice de Leonard Cohen, c'est « Élucider les mystères de la vie était sa préoccupation première ». Je trouvais ça très beau. C'est en rapport aussi avec son côté mystique et aussi il était juif, donc très intéressé par les traditions et la religion de son père. Et voilà, c'est un mélange d'une espèce de ferveur religieuse à un moment donné, et en même temps, effectivement, il y a beaucoup d'érotisme dans cette chanson et de sensualité, comme vous l'avez dit. Mais Leonard Cohen, il était comme ça en fait. C'est un mélange. Et dans un dernier plan du film, il y a quelque chose de bouleversant. Il est à Tel Aviv, il fait un concert. Il est pour une solution à 2 États, la Palestine et Israël. Et il tend la main et la caméra suit sa main et il dit shalom, en disant arrêtons tout ça, et c'est un message de paix. Alors tout à l'heure, j'ai dit dans l'émission quelque chose qui est vrai, hein, c'est qu'il dit qu'il n'a pas pleuré pour la mort de son père. C'est vrai, il l'a dit. Par contre, quand son père est mort, il a écrit un petit texte qu'il a glissé dans la cravate de son père et qui est dans le cercueil de son père. Donc c'était un rapport complexe qu'il avait avec son père, comme beaucoup d'artistes. On en a parlé tout à l'heure. Bon allez, maintenant on part dans l'espace. On a tellement de choses à faire. On a des mondes à conquérir. On a l'Amérique. Les grands espaces qui nous attendent. Tower Records. Je vais te dire, elles sont géniales nos chansons. Et tout le monde demande, c'est qui chante sur les démos? Et toi, t'es un génie quand tu tapes sur ton piano. Et t'as une voix fabuleuse. Non mais je te le dis, il y a un truc extraordinaire qui se passe quand tu chantes nos chansons. Ah, mais dis qu'il dit que j'ai des mains avec des doigts comme des chipolatas. Dis qu'on s'en tape de ce qu'il dit. Je sais pas si je suis vraiment celui que les gens attendent. Il est temps que tu passes sur le devant de la scène. Alors, c'était un extrait de Rocketman, donc de Dexter Fletcher. Qu'est-ce qui vous touche tant dans ce biopic sur Elton John? Tout m'a touché. J'ai trouvé que l'acteur, donc Taron Egerton, joue superbement bien le rôle d'Elton John, ainsi que Jamie Bell qui joue donc Bernie Taupin. La performance d'acteur était très touchante et l'histoire en elle-même d'Elton John, oui, c'est quelque chose de... Voilà, il y a des passages dramatiques et en même temps, encore une fois, voilà, lui aussi,
il a vécu le revirement de situation. Il est sorti, il a fait son comeback après une période très sombre. Et donc il y a beaucoup d'espoir aussi dans ce film. Il n'y a pas de fatalité, quoi, en fait. C'est ça qui est bien. Et il y a un côté très positif chez Elton John que j'aime beaucoup et qui transparaît dans le film. Voilà, une énergie très positive et voilà, qui aime la vie. Le film, il est monté de manière presque fictionnelle, un peu à la Titanic ou Sur la route de Madison, c'est-à-dire qu'on commence par la fin. Exactement, ouais. Il est dans une séance de désintox aux alcooliques anonymes. Et puis, c'est en racontant ses malheurs que l'on refait le chemin à l'envers depuis son enfance difficile et puis évidemment, le succès, etc. Mais moi, ce qui m'a frappé dans Rocketman, puisque je me suis basé fidèlement à vos 7 films, c'est que c'est le seul des 7 films dans lequel on a un personnage qui ne peut pas se suffire lui-même. C'est-à-dire qu'il avait besoin de Bernie Taupin pour les textes. Bernie Taupin ne serait peut-être resté inconnu sans Elton John. Tous les autres, peut-être Clapton un peu moins, mais Bowie, les Stones, Leonard Cohen, Kurt Cobain, dont on va parler tout à l'heure, c'était des gens qui pouvaient porter leur monde seuls. Tandis que Elton John, ce qui est très beau dans le film, dans sa carrière, c'est le côté « mais seul, je n'y arrivais pas ». C'est comme ça que vous le sentez? Son succès, c'est vraiment le fruit de la collaboration de toujours avec Bernie Taupin, et aussi parce les autres l'inspiraient aussi. Je pense qu'il a pris beaucoup d'inspiration voilà, dans ça. Oui, il a un problème aussi avec la solitude, peut-être en lui-même. Donc, en tant qu'artiste, il est mieux entouré. Vous aviez proposé aussi Bohemian Rhapsody, oui, le film sur Queen. Alors, dans Bohemian Rhapsody, nos auditeurs et auditrices l'ont peut-être vu, il y a une célèbre séquence où la chanson Bohemian Rhapsody est refusée par le label en disant ça passera jamais à la radio, oublié, et c'est devenu la chanson la plus connue du groupe Queen. Et je crois que c'est dans le film, à un moment, Elton John dit moi je trouvais que c'était pas bien non plus Bohemian Rhapsody. C'est intéressant cette idée-là que des artistes soient aveugles sur eux-mêmes. Voilà, ils savent ce qu'ils veulent faire, mais parfois il y a des producteurs qui leur disent mais non, tu devrais faire des chansons comme ci, comme ça, et à un moment les artistes ils savent plus vraiment à quel sein se vouer. Est-ce que vous le sentez ça parfois? Parce que on dit toujours les plus grands artistes sont rarement satisfaits aussi de leur travail, sont toujours dans une remise en question, beaucoup de doutes en eux. Donc forcément, quand d'autres gens leur donnent leur avis ou leur disent ça c'est pas bien, il vaut mieux faire ça, ils ont forcément qu'à un moment donné où il y a un flottement où on réfléchit, où on peut avoir des doutes, surtout avec des carrières aussi longues que pour quelqu'un comme Elton John ou Freddie Mercury, beaucoup moins, mais il a quand même voilà, donc ils ont besoin d'être de se sentir aussi soutenus pour pouvoir affirmer leurs convictions et rester sur leur position, à dire non, ça c'est bien, moi je pense que c'est bien parce que ça vient du cœur et ça vient pas d'une commande ou d'un formatage que les producteurs les maisons de disques voudraient imposer aux artistes. Le fil rouge de Rocketman, hormis la musique, c'est la drogue. Il y a quelques années, j'ai discuté avec un musicien célèbre. J'ai dit, mais naïvement, la question suivante. Mais la drogue, ça devrait être utilisé quand on n'est pas connu, que ça marche pas, et qu'on voudrait trouver un peu de bonheur. Or, les gens prennent la drogue quand ils ont déjà tout. C'est quand même frappant dans cette imagerie rock'n'roll. Donc on se dit, est-ce que la drogue, c'est pas envoyé par les maisons de disques pour produire davantage, comme des poulets en batterie? Oui, on peut se poser la question parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont eu ce problème. Après, donc c'est un milieu où j'imagine que c'est plus facile d'en s'en procurer, comme dans le milieu du cinéma. Bon, il y a des milieux du show business, et c'est peut-être pour ça que c'est une fois qu'ils sont connus et célèbres qui ont déjà accès à ça. Donc c'est parce qu'ils y ont accès plus facilement que c'est plus facile de tomber dedans. Mais après, ils ont aussi des personnalités qui, en fait, le succès, la célébrité et l'argent ne fait pas tout.
parce que ça reste des artistes qui ont leurs failles, encore une fois, et que certainement, il y a un côté facile à se plonger dans la drogue, et ça n'a rien à voir, je pense, avec le fait d'avoir tout, d'avoir l'argent ou la célébrité. Au contraire, peut-être parfois ça met encore plus de pression, et à cause de cette pression, ils ont tendance à, j'imagine, c'est être dans les... Voilà, après, c'est des personnalités aussi qui ont tendance aux addictions, qui sont un peu fragiles. Alors, si on retourne l'autobiographie, le livre de Elton John, il s'appelle, je crois, Moi Elton, il y a cette phrase écrite en gros, ce qui est bien avec le rock, c'est que des gens comme moi peuvent devenir des stars, puissent devenir des stars, sous-entendu. Un homme boudiné, super timide, et il dit, il n'y a que le rock qui permet ça. Et pour ceux qui ne savent pas, Elton John, c'est un pseudonyme. Mais son vrai nom, c'est pas Elton John, c'est Elton Hercule John. Oui. C'est-à-dire qu'il disait je vais devenir un Hercule du rock, et en se baptisant, finalement, il a fait ce qu'on appelle une auto-prophétie. On va passer à votre dernier choix, Bérangère. C'est le film le plus dur, Montage of Heck, montage de débris, sur Kurt Cobain. He went to Wendy's Brothers for a while, and with my mom and dad, he even lived with them for a while. Then come back to us and still have problems. It was like nobody, after a couple of weeks, they wanted him out. I think the sad part of the whole thing is that Kurt just really wanted to be with his mom. On croirait une émission de télé-réalité où des parents et des beaux-parents se disent « Ah, on aurait dû mieux faire avec notre petit garçon. Ah là là, ça, il a mal supporté les changements de domicile le week-end. » Sauf que là, on parle d'un musicien qui s'est suicidé. En 1994, Kurt Cobain de Nirvana. Pourquoi ce film fait-il partie de vos 7 favoris, Bérangère ? Parce que Kurt Cobain est un chanteur et un artiste qui me fascine depuis toujours. Et en plus, ce film, il est vraiment... il est super, en fait. J'en ai vu pas mal des documentaires sur lui. Mais lui, il a une particularité, c'est que c'est aussi... il y a des passages d'animation, comme un dessin animé, on voit... c'est un réalisateur suédois qui a fait ça. C'est pas mal, c'est vraiment l'état d'esprit... l'état d'esprit de Kurt Cobain aussi, où on voit beaucoup d'archives de ses journaux intimes, de ses dessins, parce qu'il dessinait beaucoup. C'est très, très complet entre les extraits d'interviews effectivement, de ses parents, de sa famille, de ses anciens amis, de Courtney Love, et des passages, des vidéos même de sa vie intime, privée, parce qu'il se filmait assez facilement avec Courtney Love, par exemple avec la naissance de sa fille. On voit beaucoup de morceaux comme ça, effectivement, de sa vie privée, de passages en concert, et donc de parties animées qui racontent des bouts de sa vie. Et symboliquement, le premier extrait de concert, on le voit dans un fauteuil roulant arrivé sur scène, en vieillard, et comme s'il y avait comme dans le film sur David Bowie aussi, cette idée, on commence par la fin, on commence par la mort avant de se reconstruire. Et dans le film, il y a le guitariste du film, Kurt Novoselic, c'est ça, qui dit que, mais en fait, ce suicide-là, mais il était annoncé. Il a dit, mais c'était gros comme une maison, je ne sais plus l'expression exactement qu'il emploie. Il dit, c'était brillant comme le jour. C'est presque non-assistance à personne en danger dans le film. Oui, tout à fait. Oui. Alors après, parce que j'ai vu d'autres documentaires qui se fixaient vraiment sur la mort de Kurt Cobain et le mystère qu'il y a autour, où effectivement, on a le droit de se demander si c'est un vrai suicide ou si c'est pas un meurtre déguisé. Bon, après, il en parlait tellement avant, effectivement, avec ses textes, c'était tellement sombre, où il parlait souvent de la mort, c'était quelqu'un vraiment en souffrance, donc on se dit pourquoi personne n'a rien fait, parce que c'était visible pour son entourage que c'est quelqu'un qui n'allait pas bien et qui risquait un jour de mettre fin à ses jours. Et effectivement, quand on aime beaucoup Kurt Cobain,
on aime rarement Courtney Love. Bah, je pense c'est pareil mon avis. C'était pareil pour Yoko Ono, John Lennon. Et moi, je n'aime pas dommage. Courtney Love. Je la tiens pour responsable, voilà, un peu de ce qui lui est arrivé. Ouais. Les derniers mots écrits, parce que le film, donc montage of Hex, ça veut dire montage de débris. Les derniers mots que l'on voit à l'image, c'est un carnet écrit par Kurt Cobain, quelques lignes. Je me déteste et je veux mourir. Alors, il a peut-être dit ça plusieurs années avant sa mort, mais la magie du montage du cinéma fait qu'on a l'impression que voilà, je suis prêt à mourir, c'est mon karma. Alors, quelques mots rapidement autour du film. Le réalisateur du film était, quand il était petit, obsédé par le film sur Pink Floyd, dont vous avez un t-shirt, Bérangère, et il a vu The Wall une fois par jour pendant une semaine. Et ça a été pour lui quelque chose de matriciel. Et quand il est devenu réalisateur et qu'il a fait ce documentaire sur Kurt Cobain, il a voulu que le film soit une espèce d'ouragan sensoriel, avec des images de concerts, des images d'interviews, les images dont vous parliez tout à l'heure, où ils se filment en train de donner le bain à leur petite fille. Et c'est ce qui fait de ce film une sorte d'explosion intérieure. C'est un homme qui se suicide, et en même temps un collage artistique assez merveilleux. Le réalisateur a pu avoir accès à une sorte de dépôt, presque une chambre froide dans laquelle étaient stockées toutes les archives de Kurt Cobain. Et il a retrouvé notamment 108, il précise le chiffre, 108 cassettes audio, et qu'il a réécouté et qui l'ont beaucoup aidé, autant que les images, à faire le film. Et ce sera le mot de la fin sur ce film. Il dit, en fait, j'ai pas voulu faire un film où tout le monde dirait c'était un génie, c'était un génie. Il a voulu faire un film avec uniquement à l'image les 5 personnes qui seraient allées à son enterrement. Il n'a pas voulu faire, dans Montage of Heck, le réalisateur, un film champagne ou un film célébrité. Et il voulait que les gens qu'on voit à l'image ou qu'on entend soient vraiment les intimes de Kurt Cobain. Est-ce que vous êtes prête pour le petit questionnaire rituel de fin d'émission, Oui, Bérangère? tout à fait. Okay. Où étiez-vous lors du passage à l'an 2000? J'étais au Tequila Bleu, qui est donc un bar discothèque de rock dans le nord de la France. Je remarque une propension au mystère chez vous. Le nord de la France, ça veut dire quoi? C'est dans un petit village de l'Avesnois, pas loin de la Belgique. Le nord-nord, hein, pas le nord-Pas-de-Calais, vraiment le nord, pas loin de la Belgique. Et c'était un hasard ou c'était un souhait d'être là? Ah non, c'était un souhait. C'était avec ma famille et les amis de ma famille et leurs enfants qui étaient aussi mes amis. Et on fêtait le réveillon donc dans cette petite boîte intimiste et qui passait à ce moment-là. On a dansé sur AC/DC U2 cette nuit-là. Voilà. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour une soirée en tête-à-tête, ça tombe bien, il y a eu beaucoup de morts dans cette émission. Arthur Rimbaud. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un musée, puis au détour d'un couloir, vous pensez à toute autre chose, et vous voyez devant vous une peinture, une sculpture, une photo, et vous vous dites « mais c'est moi, en fait, que je suis en train de voir ». Non, ça ne m'est jamais arrivé. Si demain matin, vous pouviez partir avec tout, votre travail, vos amours, vos animaux de compagnie, demain matin à 9h, dans quelle ville vous allez vivre? New York. Est-ce que vous avez déjà pensé à la musique que vous voudriez que vos proches entendent lors de vos funérailles? La BO de City of Angels, La Cité des Anges, le film. Le remake du film de Wenders, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et en sens inverse, quelle est la dernière fois que vous êtes passé devant le lieu où vous êtes né, la maternité où vous êtes né? Il y a très longtemps. Tous les rockers sont mystérieux. Il faudrait faire un film sur vous, en fait, Bérangère. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un depuis très longtemps et vous vous dites « Ah, c'est idiot, on s'aime ». Quel est le DVD que vous envoyez par la poste pour que, à réception du DVD, cette personne se dise, vous rappelle et comprenne que vous voulez renouer les ponts? Love Actually, de Richard Curtis. Lui qui a fait Good Morning England, je crois. C'est ça. Okay. Est-ce qu'avant de prendre une décision, vous avez un toc, un gris-gris ou un rituel qui vous aide à la prendre? Ou une chanson? Non, pas vraiment. Mais dans ces moments-là, je fais plus attention aux signes dans mon environnement. Par exemple?
Des signes extérieurs. Une voix dans le métro, par exemple, quelqu'un qui va dire quelque chose? Non, mais par exemple, le matin où j'ai reçu le courrier où vous m'invitiez à venir ici, dans la journée, j'ai eu plusieurs signes qui me disaient de dire oui, en fait. Comme le soir même, j'ai croisé dans le métro, vous parliez du métro, Guillaume Meurice. Voilà, donc je me suis dit, je vais aller à la radio. Non, il n'a plus les moyens de prendre le taxi. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les dernières parutions du journal dont vous êtes la rédactrice en chef? Quelles sont les dernières parutions? Alors, la dernière parution qui vient il y a 2 semaines, qui est sortie, ce sont les 50 meilleurs albums des années 1990. Voilà. Et nous avons aussi le dernier Légende du rock, qui vient de sortir. Voilà, donc c'est le numéro 23. Et on y parle des meilleures chansons de 1984, donc il y a 40 ans. Merci beaucoup Bérengère Barbet de nous avoir guidés dans 7 films sur le rock, mais pas que. Il y a aussi eu le blues, le grunge, etc. Mais c'est toujours bien d'avoir un guide. Merci beaucoup. Merci à vous Pierre, merci beaucoup. À bientôt.